D'accord. Voilà, c'est parti. Donc, vous allez voir, Word, c'est juste ce que je vous disais, des mécaniques à avoir. Et une fois qu'on a compris les 2-3 mécaniques qu'il y a, après, c'est plus que des raccourcis à connaître ou à retrouver sur une feuille. Donc, pour commencer par le début, peut-être pour insérer une zone d'équation, il suffit d'appuyer sur Alt plus égal. Et donc, ça insère une zone d'équation comme ça, quoi. Dans laquelle après, on pourra taper des raccourcis. Donc, déjà, il y a 2 premiers raccourcis rapides, mais je pense que la plupart de vous les connaissent. C'est donc pour mettre en indice quelque chose, on fait un underscore. Donc, par exemple, A underscore B, ça va faire A indice B. Et pour mettre en exposant, c'est la classique exposant. Il faut appuyer sur Entrée après. Hein. Ah oui, pardon. Ou espace. Je peux commencer par là quand même. Donc, justement, ça, c'est le début des premières mécaniques. C'est qu'en fait, en Word, à chaque raccourci, pour le rendre effectif, pour passer en affichage mathématique, il faut faire un espace derrière. Donc là, par exemple, j'ai juste A underscore B. En mode affichage de texte, il suffit de mettre, quand on est dans une équation, si jamais on met des guillemets, ça met en mode texte en quelque sorte. Ce n'est pas forcément très utile. Donc là, un autre raccourci très intéressant par contre, pour les vecteurs. Donc si jamais on se met dans une zone d'équation comme ça, et que donc on met 2 parenthèses comme ceci, et que pour rendre effectif le raccourci, on fait un espace, donc on obtient en quelque sorte un vecteur 1 par 1. Donc c'est pas très intéressant. Donc si on se met donc dans la case, comme ça, et qu'on fait Shift plus entrée, alors on va étendre le vecteur comme ça, et autant qu'on veut. À chaque fois qu'on refait Shift plus entrée, ça rajoute une case. Ça, c'est très intéressant. Ça permet de gagner pas mal de temps. Et pour 2 colonnes? Alors pour 2 colonnes, je vais venir après parce que c'est les matrices. Et c'est le pire. Alors il y a autre chose aussi. Vous l'avez peut-être remarqué, quand on crée un document Word et qu'on rentre une équation, donc avec L plus égal toujours, l'équation se met au centre. Et du coup, ça peut être énervant. Et donc si on veut remettre sur le côté en état, il faut faire un espace devant. Mais ça la minimise en quelque sorte, ça la rend plus petite. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque nouveau document que vous faites avec des équations, vous allez donc dans le menu accueil classique et vous l'alignez à gauche. Et après, toutes les suivantes, en fait, elles seront alignées à gauche par défaut. Voilà, alors il y a un autre truc qui est vachement utile à connaître, par contre, c'est les grands opérateurs. Et donc là, l'idée, c'est toujours la même. L'idée, c'est qu'on va faire anti-slash un nombre raccourci. Donc, je prends par exemple la somme. Et ensuite, il va falloir lui donner la bande inférieure et la bande supérieure. Donc, pour faire ça, on utilise les raccourcis indices et exposants qu'on a vu avant. Et par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas mettre d'espace entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vais marquer ma borne inférieure, je ne sais pas, moi, qui est égale 0. Et si je fais un espace, alors je ne pourrai plus rentrer d'exposant. Du coup, ce qui est important, c'est de faire donc, la borne inférieure avec l'underscore, de suite après la borne supérieure, et ensuite un espace. Et donc là, maintenant, on rentre donc dans la case où on rentre ce qu'on veut sommer, donc le AK par exemple. Voilà. Et donc là, tu peux faire remarquer que le symbole il est minimisé. Hein. Le symbole sigma, il est minimisé là. Je ne sais pas si j'ai été clair, vous avez compris, parce que c'est une du coup, après, ils sont tous là, raccourcis, enfin, je l'ai listé les plus utiles. Donc, on a la somme avec le slash sum. On a le produit avec le slash prod, l'intégrale avec le slash int. Et après, donc, les unions successives et les intersections successives avec donc big cap pour les intersections et big cap pour les unions. Juste un tout petit truc, Simon. Oui. Tout à l'heure, quand tu as tracé le sigma, comme tu l'as tracé à gauche, comme ça, il a été minimisé. Ça va les perturber peut-être. Tu leur expliques comment on maximise le sigma? Justement, en fait, c'est ce que j'expliquais juste avant. Si je le fais là, comme voilà, ça, donc, il est au centre. Là, je viens de créer un nouveau document. Donc là, il est au centre. Si je fais donc, ce qu'on a fait tout à l'heure,
à n et à k. Donc là, il est maximum. Et si jamais je ne change pas ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'accueil et que donc je veux le ramener sur le côté en faisant espace, alors il le minimise. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans accueil et de le passer à gauche, parce que comme ça, il le minimise pas. Voilà. Alors, par défaut, soyez pas surpris quand vous avez tapé des commandes Word dans le texte, elles vont être minimisées tout le temps. Donc, il faut toujours aller à la ligne en fait et faire ce qu'il a montré. Ah oui, c'est ça. Par contre, de même, si là je commence à marquer du texte, alors ça la minimise. Et du coup, oui, en fait, on est toujours obligé de passer au milieu de la page et ensuite on l'insère à gauche, c'est ça? Bah, en fait, si jamais une fois que dans ton document tu lui as dit que tu voulais l'insérer à gauche, il va toujours les insérer à gauche, tu vois. Ah, d'accord. Par contre, à partir du moment où tu mets du texte, en fait, il va la minimiser. Après, on peut écrire minimiser. Ça dépend de ce qu'on écrit. Des fois, c'est plus clair, des fois, ça gêne pas trop. Ok. Les raccourcis, c'était clair? Oui. D'accord. Bon, donc ensuite, il y a tous les petits raccourcis visuels qui permettent pour la plupart juste d'insérer un caractère. Donc par exemple, si je prends le premier, si je prends le premier, donc l'intersection, /cap, vous voyez, ça insère juste un caractère. Donc par exemple, on peut écrire A, cap, B et ça insère juste un caractère. Donc il y en a pas mal comme ça. Donc il y a l'union, il y a toutes les lettres de l'alphabet grec. Après, bon, celui-là, c'est un raccourci parce qu'on peut aussi faire /delta majuscule. Ah oui, ça, je ne l'ai pas écrit. Mais si vous faites /alpha comme ça fait alpha minuscule. En l'occurrence, c'est un A. Bon, c'est pas très intéressant, mais selon les lettres, c'est intéressant. J'ajouterai. Comme raccourci intéressant, surtout pour le DM, là, il y a le complémentaire. Donc, c'est O+. Supplémentaire. Bon, de toute façon, après, je vous laisse les lire. Pour faire les lettres en script, là, comme l'application, oui, comme l'application. Donc, le F ici, c'est script et la lettre. Donc, toujours avec le même principe. Pareil pour les doubles lettres. Donc, R, C, K, double R, double C, double K avec R et C majuscules. Donc là, pareil, hein, jusque-là, c'est que des caractères simples. Et donc là, déjà, il y a la racine. Alors, la racine, c'est un caractère racine. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit, par exemple, c'est juste un X. Donc, on fait espace comme ça. Et on met le X, on fait espace et ça la recouvre comme il faut. Soit, c'est une plus grande expression. Donc là, il faut mettre des parenthèses. Mais bon, c'est un peu classique. Donc là, on peut mettre ce qui est plus important. Et si je l'avais fait sans parenthèse, ça aurait fait x carré plus 1. Ça l'aurait mis à l'extérieur. Voilà. Dans le tableau, tu nous rajouteras aussi /sim. Les points. Donc, il faut se mettre. Donc, on tape ce sur quoi on veut mettre le point. Et ensuite, derrière, on tape le raccourci, donc dot pour le point. On fait espace une première fois. Ça insère le caractère point. Et si on fait espace une deuxième fois, ça le place au-dessus du X. Ça, c'est une deuxième mécanique, c'est-à-dire que tous les raccourcis qui se mettent en accentuation, en quelque sorte, il faut faire deux espaces pour les mettre au-dessus de l'objet qu'on veut accentuer. Un dernier, je ne suis pas sûr qu'il puisse être utile dans le DM, mais il peut être utile en maths. Par contre, c'est le overbar, donc la barre au-dessus. Alors celui-là, il est un peu différent des autres. Il faut le mettre avant l'objet qu'on veut accentuer. On met un overbar, on fait un espace. Donc là, il insère le caractère overbar, donc la barre haute, mais elle est toute petite pour le moment, elle n'est pas sur un caractère. Donc par exemple, on veut le mettre sur G. On refait espace derrière G et hop, il la met sur G. Donc là, pareil, si jamais c'est de longues expressions, il faut mettre entre parenthèses. Donc là, c'est tout pour les petits raccourcis. Simon, tu pourras nous rajouter 2 symboles dans ton tableau? Oui, lesquels? /sim pour l'équivalent. Lesquels? L'équivalent mathématique, les 2 équivalents mathématiques. Le /sim.
Voilà. Ah oui, mais alors celui-là, mais alors je sais pas pour les. D'accord, je le rajouterai, mais parce qu'on peut le faire au clavier, c'est pour ça que je l'ai pas rajouté. D'accord. OK. Et Mais l'équivalent entre deux équations? vous voulez dire celui-là? Ouais. Ben alors celui-là, il vaut mieux le faire hors équation. En fait, alors je peux le rajouter dans le tableau, mais si vous le faites dans un document Word hors équation, donc vous voyez hein, comme ça, hein, inférieur, égal, supérieur, et même sans faire espace, il insère tout seul. Et par contre, si jamais on veut le faire dans une équation, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, donc il faut faire inférieur, égal, excusez-moi, donc je reprends. Il faut faire inférieur, égal, CTRL Z, parce que du coup, il fait le signe inférieur égal automatiquement, et re supérieur. Et il se mettra en mode équation classique, en mode équivalent classique, seulement quand on fait le entrée. Et encore, même pas là. Bon, bref, il préférait le faire à l'extérieur, comme ça, et ensuite faire l'équation. Donc en gros, tu fais une équation en mode mathématique, tu appuies sur Entrée, tu fais ton équivalent hors équation, tu appuies sur Entrée, tu repasses dessous, tu fais une autre équation. Si jamais on veut faire les équations grosses, oui. Sinon, directement comme Voilà. ça. Et par contre, sinon, normalement, mais quand on fait, mais je vous dis, inférieur CTRL Z égale supérieur. Et ensuite, quand on tape une équation et qu'on fait entrée, bah, il le fait même pas à tous les coups. Là. Je sais pas ce que j'ai fait sur mon document Word. Mais normalement, il est censé intégrer mettre un, un équivalent dans l'équation. Mais je rajouterai un raccourci éventuellement Regarde éventuellement pour s'il n'y le a mettre pas, dans l'équation. sur la texte, c'est backslash left right arrow. Oui, Je sais c'est pas si ça. ça Mais marche. comme c'était long, je voulais pas le mettre. D'accord, ok. Mais c'est ça. Ok. Et on demande Euh, dans les commentaires s'il y a des raccourcis pour les vecteurs. oui, alors j'y viens. Très Il y bien. en a pas de, il y a pas de raccourci de base pour les vecteurs. Et donc, si on veut l'avoir, il faut aller dans le fameux menu là en haut, et aller dans accentuation, et ensuite aller là. Donc ça, c'est un peu long. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut ajouter. Parce qu'il y a des raccourcis qui me semblent intéressants d'ajouter. Ça prend très, très peu de temps. Euh, alors, ben voilà, justement, on passe à ajouter des raccourcis. En plus, j'ai oublié. Alors, remarque, je vais le faire avec vous, comme ça, ce sera un exemple. Donc, pour ajouter des raccourcis, en quelque sorte, déjà, il faut récupérer le caractère qu'on voit que Word affiche finalement à chaque fois qu'on va entrer un raccourci. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, si je fais slash overbar, ici, il y a un caractère, c'est celui-ci, et donc c'est le caractère que le raccourci insère, c'est celui qu'on va devoir récupérer pour insérer un raccourci. Donc, une fois qu'on a récupéré ce caractère, donc on le copie, et ensuite il faudra aller donc, dans un menu, je vais vous montrer, et donc on va l'ajouter. Donc nous, par exemple, là ici, on voudrait ajouter un raccourci pour les vecteurs. Donc bah, déjà, comme au début, il n'y a pas de raccourci, je vais le chercher dans le menu équation, donc accentuation, on a dit, et le vecteur. Et ensuite, c'est là qu'il y a une manipulation un peu spéciale pour récupérer le caractère. Si jamais je ne vous le donne pas et que vous voulez insérer un nouveau raccourci à partir de là-haut, comme je suis en train de le faire, il faut il faut dire à Word d'afficher le caractère. Donc, il faut aller ici et appuyer sur linéaire. Alors, sachant que cette technique-là, là, j'ai écrit quelques mots sur la page d'après. Donc, ça, c'est des parenthèses, donc c'est assez peu intéressant. Et donc, le caractère qui nous intéresse pour le raccourci, c'est celui-ci. Donc, on le copie. Et ensuite, on va dans le menu que l'affiché ici. Donc, fichier, option, vérification, option de correction automatique et automate. Donc, une fois qu'on est là, donc, on retrouve la flèche ici. Si jamais elle n'y est pas, il faut la copier-coller. Et ensuite, ici, on met le raccourci qu'on veut avoir. Bon, alors moi, je l'ai déjà rentré. Mais pour le vecteur, par exemple, j'ai mis anti-slash V. Donc, une fois qu'on en est là, vous, ici, vous avez ajouté ici. Donc, vous appuyez. Et hop, le raccourci est ajouté. Donc, à partir de là, on peut faire dans une équation anti-slash-v. Alors, il faut le faire après. Donc, c'est-à-dire comme tout à l'heure avec le point. Par exemple, on fait x et anti-slash-v derrière et deux espaces. Et donc, ça affiche la flèche au-dessus. Voilà. Donc là, je vais rajouter du coup.
Hop. Vous avez des questions? Non? J'ai cru. Voilà, donc bref, j'ai fait une petite liste de raccourcis qu'il y avait ajoutés avec donc les caractères à copier. Donc vous pouvez directement les copier-coller sans faire la manip que je vous ai montré en passant en linéaire. Donc il y a le associé, parce que sinon, donc c'est-à-dire la flèche avec la petite barre à la fin, parce que sinon il faut aller bidouiller avec les raccourcis des flèches et ça devient vite très long. Donc c'est pas très intéressant de faire ça. Vous mieux aller le chercher dans le menu équation. Et donc le mieux, si jamais on a à en faire souvent, ce qui est quand même régulièrement le cas, c'est d'ajouter un raccourci. Ensuite, il y a le temps. Alors celui-là, dans le DM, il y a peut-être moyen qu'il soit intéressant, mais je ne suis plus bien sûr. Et donc, c'est la flèche avec le classique, quoi. Bon, bien sûr, l'équivalent. Ensuite, un qui me semble aussi intéressant de rajouter, c'est la racine. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais on en écrit souvent des racines et SQRT, c'est un peu long. Donc, si jamais vous voulez prendre le temps de rajouter le raccourci, ça peut être efficace. Ensuite, mais là, qui font coup dans le DM, je ne crois pas qu'il soit utile du tout. C'est, vous savez, l'intervalle avec les doubles crochets. Là, pareil, il faut ajouter un raccourci. Donc, c'est les caractères qui sont là. Et moi, je dis chacun choisit ce qu'il veut. Et ensuite, donc, la matrice augmentée en 2 par 2. Et donc là, c'est pareil, il faut copier cette commande et ajouter le raccourci comme je vous l'ai fait tout à l'heure. Un truc que je n'ai pas dit, mais les raccourcis, une fois que vous les créez, ils sont dans tous vos documents Word. Il n'y a pas besoin de les recréer à chaque document. Donc ensuite, quelqu'un a des questions? Là, je vois Laurent. Tu vois pas les conversations sur groupe Zoom, tu vois pas les remarques, toi, Simon? Il y a Laurent qui demande comment tu changes ce qu'il y a sous la flèche temps vert. Ah, oui. Alors, c'est vrai. Alors, donc là, par exemple, si jamais je fais un temps, comme ça, il va d'abord me la mettre en linéaire comme ça. Donc l'idée, c'est que je vais les changer. Par exemple, X temps vers 3. Et ensuite, je fais le espace derrière pour activer. Et du coup, on peut changer ce qu'il y a dessous. Bon, et sinon, bien sûr, on peut retourner le modifier comme ça. Hein, c'est juste une question de temps après. Et donc, voilà. D'autres questions? Donc là, il reste une dernière partie sur les matrices. Alors, les matrices en Word, c'est un peu le pire. Mais c'est le pire au niveau de temps, pas au niveau compréhension. Vous allez voir, c'est assez facile, mais c'est long. Donc, en gros, toute la technique, c'est d'utiliser le menu équation, donc, qui est ici. Donc, c'est un peu plus long parce qu'il faut aller chercher, cliquer, etc. C'est d'utiliser le menu équation pour insérer une matrice modèle. Ou alors même la matrice qu'on veut utiliser, si elle y est déjà, hein, tant mieux. Et par exemple, si jamais on veut utiliser une matrice plus grosse, donc d'abord on l'insère. Donc on obtient une matrice 33, parce que tout à l'heure, c'est-à-dire passer en mode linéaire pour afficher les caractères. Donc on passe en mode linéaire et donc on obtient l'affichage linéaire de la matrice. Et c'est là qu'il va falloir modifier des choses. Donc il y a 2 règles, enfin 3 règles même à vrai dire. Le i, ça correspond à une colonne. C'est-à-dire qu'à chaque et qu'on rajoute, on rajoute une colonne. C'est un séparateur de colonnes. C'est un séparateur. Ah oui, un séparateur de colonnes. Oui, c'est ça. On se rajoute une colonne dans la matrice. C'est-à-dire que, je vous ferai l'exemple après. Donc c'est ça. Donc le et rajoute une colonne et le arrobase rajoute une ligne. Maintenant, il faut faire bien gaffe à être entre guillemets homogène, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 3 colonnes sur la première ligne, vous voyez comme ça, et seulement 2 sur la deuxième et 2 sur la troisième. Ça ne va pas marcher. Du coup, il faut bien faire gaffe à avoir le même nombre de et entre chaque arrobase. Et une fois qu'on a ça, en fait, on a compris à peu près toutes les matrices. Parce que si je rajoute un et, je vais rajouter une colonne. Donc, par contre, il faut que je le rajoute partout. Et si je veux rajouter une colonne, il faut que je mette arrobase et donc 3 et pour être homogène au reste. Et donc là, on aura bien une 4-4.
Je vais vous montrer après. Donc ensuite, donc par contre, il y a un truc dans lequel, une erreur qu'on fait facilement, c'est que le nombre de et. Ah oui, je comprends pourquoi vous disiez séparateur de colonnes, monsieur. Je n'ai pas compris l'expression. Le nombre de et, en fait, c'est pas le nombre de colonnes, c'est bien le nombre de séparateurs de colonnes. Et donc, en quelque sorte, on a toujours le nombre de et plus une colonne. Pareil pour le nombre de arrobase. C'est le nombre de arrobase plus une ligne. Et donc, une fois qu'on a donc ajouté les caractères dont on a besoin, on repasse en affichage maths. Donc, pareil, la flèche de tout à l'heure. Et au lieu de linéaire, on prend professionnel. Et donc, on obtient bien notre matrice 4,4. Je peux refaire un exemple rapidement. Donc, l'idée, c'est qu'on insère d'abord une matrice 3,2. Et moi, je veux une matrice 4,2. Une matrice 3,2. Donc, on peut lui ajouter des parenthèses éventuellement. Ensuite, donc, on passe en linéaire. Donc, on a dit qu'on voulait une matrice 4,2, donc il faut qu'on ajoute une ligne, donc un arrobase. Donc, on ajoute un arrobase et on n'oublie pas le et pour être homogène. Hop, on retourne à l'extérieur, on fait espace. Et hop, ça nous met la matrice 4,4. Donc, on fait espace ou professionnel d'ailleurs. En fait, c'est pareil, le espace permet de passer en professionnel. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire donc, la même chose avec la matrice augmentée. Donc, la matrice augmentée, on peut la passer en linéaire, comme ça. Donc, par exemple, si on veut une matrice augmentée 3,3, donc déjà, on veut ajouter une colonne, et ensuite, on veut ajouter une ligne. Et donc, par contre, il ne faut pas oublier d'ajouter encore une ligne sur la ligne des coefficients, en quelque sorte. Et ensuite, donc, on retourne ici, on fait professionnel. Ah, et des fois, ce caractère gêne. Donc, voilà. Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais en quelque sorte, il y avait un caractère que Word ajoute automatiquement là. Et si jamais il ne veut pas automatiquement repasser en mode professionnel quand on fait ça, il faut l'enlever. Voilà. Et donc là, ça revient parfaitement. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si vous avez des questions. Non? Ah, ça va. Je vous envoie ça. De toute façon, n'hésitez pas si jamais tout ce qu'il vous a montré, c'est pour devenir un peu pro en Word, sachant que si vous avez à faire un seul document, archaïque avec les bibliothèques en haut à droite, évidemment. Hein. Mais ce qu'il vous a montré, c'est de texte des trucs de maths, et bien l'année prochaine, en particulier en TIPE, d'aller un petit peu plus vite, sachant que Word, ça reste quand même aujourd'hui assez accessible comme langage, et maintenant c'est assez stable. L'éditeur est assez stable, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Bon, le gros problème, je pense, c'est quand vous devez transporter un document Word, je vous conseille vraiment de le mettre en PDF le plus vite possible. Je pense entre les Mac et les Windows, la mise en forme, souvent, elle n'est pas très propre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simon. J'ai rarement l'occasion de passer des documents à des Mac, du coup, je ne sais pas, mais c'est possible, oui. Ouais. Moi, je mets souvent en PDF dès qu'il y a des équations. Bon, par contre, moi, j'aimerais que ce qui me demande de taper sous Word, que vous me l'envoyiez sous forme Word, quoi, de sorte que je puisse le modifier et que je puisse commenter dans le traitement de texte. Bon, et puis si dans le DM il y a des choses qui rentrent pas bien et qui vous conviennent pas, eh bien vous écrivez en français. Hein. Voilà. Voilà. Il y a des questions? C'est bon? Merci beaucoup, Simon. Je reprends la main alors. Avec plaisir. Voilà. Donc, on va tout mettre sur le site. Hein. Voilà. Donc, je vous ai mis sur le site de la classe un petit doc ODT, alors beaucoup moins ambitieux que Simon. Donc, dans Devoir libre, je vous ai mis ceux qui veulent travailler en ODT. J'ai mis ici symbole ODT. Donc, à droite, il y aura symbole docx, c'est celui de Simon. Donc, dans symbole ODT,
ceux qui veulent travailler avec OpenOffice, je ne l'ai pas là-dessus, donc moi c'est très clair. Voilà. Vous regarderez, je n'ai pas mis grand-chose. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne vous ai pas mis grand-chose. Hein. Je vous ai mis quelques matrices et quelques symboles. Mais alors, vous voyez là, quand vous l'ouvrirez sous ODT, parce que là, je suis sous Word, donc en fait, il l'a directement traduit en symbolique. Quand vous le tapez, vous avez le raccourci, enfin, le symbole, l'écriture linéaire qui apparaît, non pas l'écriture professionnelle. Non? Bon, ben, vous verrez quoi. Si vous avez besoin d'informations sur OpenOffice, vous m'envoyez un message. On ira de voir ensemble. J'ai essayé de me faire une initiation moi, il y a 2 jours. On ne peut pas, mais on n'a pas le choix. Hein. À la guerre comme à la guerre, comme dirait notre cher président. Ok. Donc, je vous propose qu'à la suite de cette petite formation ultra rapide, on remercie Christian pour ces questions. On passe aux questions d'exercice. Donc, d'abord, ici sur les développements limités. Alors, je crois que j'ai eu de bons exercices. Monsieur, on vous entend très mal par contre, je crois. Ah bon? Je ne sais pas si je suis tout seul. Ouais, ça Oui, non, moi aussi, c'est grésil énormément. Ouais, moi aussi. Mince. Alors, attendez. Hop. Donc, on corrige ensemble l'exercice numéro 15 de la planche sur le développement limité. Donc, je n'ai pas eu de retour de votre part, mais j'aimerais qu'on arrive à échanger quand même sur la résolution de l'équation différentielle pour voir si, où est-ce que ça peut poser problème pour vous. Donc, j'ai fait une correction très rapide, à savoir que j'ai donné directement les solutions. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre d'équation différentielle? Méthode de variation de la constante. D'accord, donc d'abord solution homogène. Tu avais trouvé combien comme solution homogène, Simon? E de x moins 1. Tu n'as pas eu 1 sur E de x moins 1? Moi, j'ai Si, pardon, oui, j'avais oublié le moins, oui. Et voilà, si tu as oublié le moins, ça change tout, l'exercice perd totalement son sens. Hein. Donc, si je mets un moins ici et non un plus, on obtient comme solution, comme générateur de l'espace des solutions homogènes, exponentielle x moins 1. Or, comme j'ai mis un plus, c'est 1 sur exponentielle x moins 1. Je vous laisse reprendre vos formules. Et ensuite, effectivement, comme dit Simon, pour trouver la solution particulière, méthode de la variation de la constante. Et donc, on obtient comme solution particulière x sur exponentielle x moins 1. Donc, on fait la somme de ces deux objets et on obtient les solutions globales. Alors, cependant, il y a quand même une petite utilité. C'est que on avait dit donc qu'il fallait travailler pour de sorte, lorsque l'équation est normalisée, à ce que les coefficients de l'équation différentielle soient continus. Or, exponentielle x est divisé par exponentielle x moins 1, parce qu'on va devoir tout diviser par lui, n'est continu que sur R étoile. Donc, on doit séparer l'étude sur R plus étoile et sur R moins étoile. C'est pour ça que vous avez ici, directement dans les solutions, cette disjonction de cas. Il y a une deuxième subtilité, c'est que l'intégrale, dans les solutions homogènes, vous allez avoir lambda exponentielle de moins primitive de exponentielle x sur exponentielle x moins 1 dx. Et Simon, tu avais repéré quoi comme intégrale là? Pardon, monsieur, j'ai pas entendu. Oui, pour résoudre oui, Simon, pour résoudre l'équation homogène, les solutions homogènes, c'est comme ça. Comment tu as fait pour calculer cette intégrale? Là, j'ai juste trouvé U' sur U, donc c'était un exponentiel. Enfin, c'était ln, pardon. Voilà. Il fallait repérer U' sur U là. Si vous faisiez moins 1 plus 1, vous cassiez tout et après vous étiez très embêté. Donc là, c'est directement U' sur U. Et Ok. dans le cas où x est négatif, Oui. le ln, on n'a pas le droit de l'appliquer? Alors effectivement, donc ça donne lambda exponentielle de moins ln de valeur absolue. Hein. Oui, ok, tant pour moi. Voilà, non mais tu as raison, donc il faut mieux que je le précise. Donc ça donne que les solutions homogènes, en fait, elles ont des valeurs absolues. Voilà ce qu'on obtient comme solution homogène. Mais,
Si x est positif, on peut enlever les valeurs absolues. Et si x est négatif, on peut mettre un moins devant. Ouais. Et ce moins, en fait, moi, je l'ai mis directement dans la constante lambda. D'accord. Donc, ceux qui ont oublié les valeurs absolues, c'était une erreur qui, ici, passait inaperçue. Mais dans le cas général, effectivement, ta remarque est totalement judicieuse. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait des révisions du mois d'octobre, maintenant, on rentre dans le nouveau chapitre. Donc, c'est là que ça devient plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y a comme problème là? Pour le recollement, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'il faut recoller là? Qu'est-ce qu'il faut faire sur cette fonction? Vérifier que y est continu en 0. Oui. Pour l'instant, elle est continue sur quoi? R étoile moins et R étoile plus. Voilà. Et même plus que continue, C'est 1. c'est 1, voilà. De classer infini, même sur R étoile par quotient. OK? Alors maintenant, il faut regarder en 0. Alors, comment vous allez faire pour avoir la continue en 0? La limite? Bon, donc la limite, on regarde ensemble. Et donc, vous calculez la limite. Et vous regardez que si lambda n'est pas nul, malheureusement, ce n'est pas une forme indéterminée. Si lambda n'est pas nul, ce n'est pas une forme indéterminée parce que si lambda n'est pas nul, ça fait l'infini la limite. Donc la fonction n'est pas conjointe. Par contre, si lambda est nul, pour la limite en 0, est bien immédiatement. Alors, ça grésille rebug un beaucoup, peu, monsieur. monsieur. Comment? Grésille beaucoup. Ah mince. Votre haut-parleur ne fonctionne pas. Donc, pour trouver la limite de la fonction f, on l'obtient par équivalent. On a un équivalent immédiat puisque le dénominateur est équivalent à x. Et donc, on a bien un prolongement par continuité. J'ai appelé f tilde la fonction prolongée. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Pour achever l'exercice. 0, non? Qu'est-ce Si qu'il x faut égale à 0, il faut mettre y égale à 1. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il faut démontrer en 0? Ah, mais du coup, non, le caractère C1 maintenant. Le caractère C1, tout à fait. Donc, avant de faire C1, on va faire dérivable. Alors, pour faire dérivable, vous avez deux optiques. Vous avez le taux d'accroissement ou Théorème de la limite de la dérivée. oui ou Ou un développement limité. exactement. À quel ordre? Plus que 1 du coup. 2, ouais. 2, Non, pas plus Un. que 1. Ordre 1. 1. Un développement limité à l'ordre 0, c'est pour la continuité. Un développement limité à l'ordre 1, c'est pour une fois dérivable. D'accord? Si vous faites un développement limité à l'ordre 2, ça ne sera pas pour deux fois dérivable, ça sera uniquement pour avoir la position de la courbe par rapport à sa tangente. Bon ben voilà, je l'ai fait pour vous et j'obtiens ça. Donc on obtient ici un magnifique développement limité d'ordre 1. Et donc vous obtenez ici devant le coefficient de x, le nombre dérivé. Donc dérivabilité f est dérivable et son nombre dérivé en 0, c'est moins 1,5. Alors où j'ai été un peu méchant, c'est que je n'ai pas dit que nous cherchions l'ensemble des fonctions dérivables sur toute R, j'ai dit de classe C1. Et le problème, vous le savez, c'est que le développement limité ne vous permet pas de savoir si c'est C1. Donc, dernière étape, longuette, et je vous conseille de la regarder tranquillement pendant les vacances. Vous calculez f', et vous devez démontrer que cette fonction est continue en 0. Alors, effectivement, la remarque de Lohan, on la récupère maintenant, c'est que si vous ne voulez pas faire ça, vous avez le droit. Vous pouvez virer la dérivabilité avec le développement limité. Vous pouvez directement passer à f' d'après le théorème de la limite de la dérivée. D'accord? Par contre, pour la continuité de la dérivée en 0, eh bien c'est là que vous allez galérer parce que les équivalents, évidemment, ne marcheront jamais. Si c'est un équivalent qui permet de démontrer la continuité en 0, c'est un développement limité à l'ordre 1 qui permet de montrer la continuité de la dérivée. Donc, il faut que vous poussiez vos développements limités.
Et effectivement, ce qui se passe, c'est que même au-delà de 1, là, c'est un développement limité à l'ordre 2 qu'il faut faire. Parce que c'était des développements limités à l'ordre 1 ici, là, en fait, qu'on a fait. Quand on a dit exponentielle x moins 1 est équivalent à x, c'est un développement limité d'ordre 1. Donc pour f', c'est un développement limité d'ordre 2 qu'il faut faire. Ben, je l'ai fait là, et tout calcul fait, on obtient enfin moins 1,5 pour la limite de la dérivée en 0. Donc, d'après le théorème de la limite de la dérivée, la fonction est de classe C1 en 0. D'accord? Voilà, donc ces problèmes de recollement sont des problèmes qui sont scientifiquement extrêmement classiques, puisqu'on a vraiment besoin de tout cela en physique pour recoller les solutions d'équations différentielles, ou bien, si ce n'est pas des équations différentielles, même des fonctions, hein, pour ajuster des paramètres pour avoir des recollements lisses, réguliers. Monsieur? Oui. Mais si jamais on ne pensait pas à faire comme vous avez fait et à inclure la valeur absolue dans lambda, enfin le moins dans lambda, ça ne marchait pas du coup. Parce qu'on avait un moins, on avait 1 et moins 1. C'est-à-dire que la première étape dans le prolongement par continuité, automatiquement, c'est de démontrer que les lambda ils sont forcément nuls. Oui, mais si jamais on met le moins à l'extérieur du lambda, donc ça ferait par exemple x plus lambda sur 1 moins exponentielle x. Et du coup, ça, quand lambda vaut 0, ça tend vers moins 1 et pas vers 1. Ah, attends. Alors là, il faudrait qu'on refasse le calcul de la variation de la constante. Mais si tu fais ta variation de la constante, donc déjà, bon, effectivement, il faut que tu la fasses séparément sur R plus étoile et sur R moins étoile. Et normalement, tu dois obtenir comme solution particulière à droite x sur exponentielle x moins 1 et à gauche moins x sur 1 moins exponentielle x. Autrement dit, c'est la même. Si tu regardes bien, Simon, les valeurs absolues, elles viennent d'apparaître. Mais en fait, si tu regardes bien l'équation de départ, si tu trouves une solution particulière qui marche sur R plus étoile, elle marche sur R moins étoile. D'accord. Donc c'est la même en fait. Apparemment, il dit Alexandre. Normalement, tu devrais avoir moins devant le x, toi, sur R étoile moins. Oui. Donc en fait, moins par moins, tu retrouves la même équation, la même solution particulière que sur R plus étoile. D'accord, oui. Merci. Voilà. D'autres questions? Bon, alors donc on va passer à ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors je vais voir, est-ce que je vais faire plusieurs enregistrements? Ouais, je vais faire ça.